va parler Roslyn, on va pas parler T4, enfin un petit peu, mais c'est pas le sujet principal. Je me présente, je m'appelle Léonard Labat, donc je travaille pour la société Infinite Square. Je suis avec Mathieu Mézil, donc qui travaille également avec moi, on est collègues, et qui est MVP sur la partie data platform development. Voilà. Donc en fait, essentiellement Entity Framework pour ma part. Voilà, exactement. Vous l'aurez compris, Entity Framework et T4, c'est sa passion. Et Roslyn, c'est plus récent. Infinite Square, en quelques mots, on est une société d'expertise, donc en 4 pôles. Alors pardon, excusez-moi, je vais juste remettre ma résolution. Je suis un peu un boulet. Non, il est bien 2024. Bon, bah c'est bon, c'est plus coupé. Donc en 4 pôles, un pôle .NET, un pôle ALM, un pôle BI et un pôle Collab, donc SharePoint, etc. On fait de la formation également. On va passer rapidement ça et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'agenda de la session, on va parler de Roslyn, on va avoir une introduction un peu globale de ce qu'est Roslyn, ce qu'est la métaprogrammation, pardon. Comment ça marche finalement. Ensuite, on va voir que Roslyn, c'est un excellent outil pour s'intégrer dans Visual Studio, donc pour améliorer la productivité au moment où on écrit du code. On aura quelques démos là-dessus. Et on va également voir que Roslyn, ça va au-delà de ça, parce qu'on va vraiment pouvoir s'intégrer dans le compilateur. Et donc Mathieu aura plusieurs démos sympas là-dessus, jusqu'aux démos T4 et Workflow. Et on terminera par la traditionnelle séance de questions-réponses. Donc Roslyn, on l'a dit, c'est de la métaprogrammation. Donc d'ailleurs, Mathieu a fait sa petite blague de métaprogrammation avec T4. Quand on parle de métaprogrammation, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est écrire des programmes qui vont manipuler des données ou des programmes. Donc on est à un niveau au-dessus. Donc si jamais on parlait de métaprogrammation, c'est qu'on va écrire des programmes qui vont manipuler la création de programmes qui génèrent eux-mêmes du code. On verra ça après, ça sera sûrement très rigolo. Roslyn, en fait, c'est les API du compilateur, enfin des compilateurs, donc C# ou VB, qui sont exposés. Et quand on dit qu'on expose l'API, donc c'est pas uniquement le compilateur à la compilation du code, mais c'est aussi en amont. Au moment où j'écris du code, j'ai cette analyse directe qui est faite et que je vais pouvoir utiliser. Donc par exemple pour me greffer dans l'IntelliSense, pardon, dans la levée d'erreurs, etc. Donc cette analyse du code, elle est représentée par un arbre syntaxique. On en reparlera sur le slide juste après, mais l'idée c'est que mon code, il a une racine et ensuite il va venir se séparer donc en branches sur mes projets, sur mes classes, sur mes méthodes, etc. jusqu'aux éléments les plus fins qui sont finalement les identifieurs ou les points-virgules ou les espaces dans mon code. Mais tout ça, ça forme un arbre. Et cet arbre, on peut l'explorer. En fait, on peut faire, on en parlera après, on peut faire plus que l'explorer. On parle ici de syntaxe, donc par exemple la déclaration d'une variable, donc c'est le nom de ma variable. Il y a quoi d'autre comme syntaxe? J'ai dit l'espace, le point-virgule, etc. Mais quand on travaille dans de la génération de code ou dans des outils de productivité, on aimerait bien savoir le type qui se cache derrière ça. Par exemple, si jamais je travaille sur un élément de syntaxe de déclaration d'un champ, l'élément de syntaxe, ça va juste être le nom de la classe, mais ça ne va pas représenter le type. Par contre, grâce à un modèle sémantique auquel on a accès dans Roslyn, on va pouvoir faire le lien, donc selon mon contexte, entre cette syntaxe et le symbole correspondant. C'est-à-dire qu'à partir de la classe du nom Toto, je vais voir que j'ai un using vers tel namespace, et donc je vais pouvoir retrouver ma classe Toto, qui correspond dans mon bon assembly, dans mon bon namespace. Et on verra que ça peut me permettre de faire des choses intéressantes. On a un compilateur d'arbres syntaxiques, donc c'est pas uniquement de l'analyse. On va être capable, de créer nous-mêmes nos propres arbres syntaxiques, donc de régénérer du code derrière, que ce soit au moment de la compilation ou même avant. Et enfin, la compilation dynamique, on aura peut-être une démo là-dessus si on a du temps. C'est en fait tout ce qui va être le scripting, mais simplifié par rapport à ce qu'on avait de disponible comme technique en .NET jusqu'à maintenant. Je vais pouvoir créer un moteur d'exécution de script facilement, lui passer un contexte, lui passer du script et lancer cette exécution. Donc avoir des scénarios d'utilisation intéressants qu'on verra peut-être. J'ai parlé d'arbres, donc en voilà un. Ce qui est intéressant, c'est quand on connaît la réflexion en .NET, on travaille en assembly, en modules qui sont ensuite divisés en classes. Ici, on n'a pas le même modèle en fait. On est dans le modèle en amont de la compilation. Donc mon arbre, il part de la solution avec mon projet, avec mon document, puis avec ce que j'ai dans mon document. Donc par exemple
enfin des éléments en syntaxe Node, mais qui seront typés selon si c'est une déclaration d'un namespace, une déclaration d'une classe, la déclaration d'une propriété, d'une méthode, etc. Mais l'idée, c'est que je manipule vraiment mes documents tels qu'ils sont, mon code, mes fichiers CS ou mes fichiers VB tels qu'ils sont, avant la compilation. Par exemple, si on a une partielle classe, qu'on a donc en plusieurs fichiers, en fait, on va avoir plusieurs documents. Et donc, quand on va avoir le symbole, justement, sur la classe, il va nous dire, ben voilà, cette classe a plusieurs locations, donc suivant donc, les différents documents. Voilà. Donc c'est la petite différence avec la réflexion où on travaille après coup, après compilation. Hop. Un petit outil, donc une petite capture d'écran qu'on verra en démo après. Mais en fait ici, on a ouvert un fichier .cs, donc un fichier d'exemple. Et à gauche, on voit bien cet arbre. Enfin, on voit pas ici parce que c'est petit, mais on voit bien finalement qu'on a un document avec des directives using en haut, puis une déclaration d'un namespace, puis une déclaration d'une classe, puis la déclaration de champs, de variables, etc. Et tout ça, ça forme un arbre. Et on voit jusqu'ici, jusqu'à l'élément de fin de ligne. Donc je manipule vraiment mon code et je vais pouvoir finalement me placer sur un élément de mon arbre, regarder ses enfants et l'analyser. Mais très facilement, j'ai pas. En fait, Roslyn, ça va tout ce parsing, je n'aurai pas à le faire, ça va être fait automatiquement pour moi. Et j'aurai des types pour chacun des éléments dans mon code. D'ailleurs, si jamais, comme vous commencerez à développer avec Roslyn dès ce soir, cet outil-là, il va vous sauver la vie sûrement. Enfin, il y a deux méthodes en fait. Soit vous êtes comme Mathieu, donc un peu bourrin, et vous allez directement vous lancer dans le truc en essayant de regarder à la main ce qu'il y a comme enfant dans chacun de vos éléments. Donc vous allez perdre beaucoup de temps. Soit vous allez déjà écrire votre code C# que vous aimeriez parser, par exemple, dans un fichier .cs, ouvrir ce petit outil et aller regarder finalement l'arbre syntaxe qui correspond à ça. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ce qui est intéressant, c'est que ça, on peut l'avoir carrément en debug. Quand j'ai dans la fenêtre Watch, j'ai ma variable et puis hop, j'ai aussi la petite loupe qui me permet d'ouvrir et de créer une nouvelle fenêtre et on va avoir ça. Ouais, en fait, c'est un visualiseur custom qui est livré avec la CTP de Roslyn. Et donc, l'idée, c'est de builder le projet, de prendre la DLL et d'aller la mettre dans le répertoire de Visual Studio. Justement, nos projets qu'on va faire avec Roslyn, en tout cas pour les extensions Visual Studio, donc ce qu'on va voir juste après, ça se déploie facilement avec des VSX. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir mettre, qui s'installent, qui se mettent après dans l'Extension Manager, donc qui s'enlèvent facilement. Donc en gros, on build son projet, on a un VSX manifeste dans le projet, on peut choisir donner des infos sur le publisher, sur le nom du produit, etc. Sur les sur les versions de Visual Studio qui fonctionnent avec. Et en sortie, on a un VSX. Donc sur le poste final, ça se déploie, enfin ça s'installe avec un double clic, et ça peut même se publier d'ailleurs sur le site de Visual Studio. À l'heure actuelle, Roslyn, c'est une CTP, donc c'est vraiment une première version. Il manque encore pas mal de choses. On en reparlera. Je sais pas si dans tes démos, t'en parles des limitations, toi. J'en parlerai rapidement. Par contre, il y a juste un point qui est important. Je ne sais pas si vous avez vu au niveau du track, c'était marqué donc Visual Studio Dev 11. En fait, c'est pas vrai. Roslyn, c'est post .NET 4.5. Donc, au mieux, avec la prochaine version, donc la version d'après, la probablement .NET 5, et puis après, la date n'est pas fixée. Mais c'est vraiment un projet indépendant et qui ne sera pas livré avec C# 5 et .NET 4.5. Voilà. Donc ça, finalement, c'était notre très grosse introduction, enfin en tout cas très large, très loin de Roslyn. Et maintenant, on va regarder plus les cas d'utilisation. Donc en commençant par l'intégration dans Visual Studio, donc en gros comment Roslyn peut m'aider à augmenter ma productivité. On en a parlé, Roslyn, c'est pas uniquement l'interaction avec le compilateur, mais c'est aussi une analyse du code en temps réel. Donc la première chose que je vais pouvoir faire, c'est venir me greffer dans l'IntelliSense pour améliorer la complétion, pour avoir une complétion qui matche mieux finalement mes besoins de développeur. On va regarder une petite démo là-dessus. Alors finalement, on verra, c'est des choses que pour l'instant que Rich Harper fait déjà, mais Rich Harper avait son propre parseur à lui. Ici, on utilise vraiment celui de Microsoft. Donc Rich Harper, c'est payant accessoirement. Oui, en plus. Puis Rich Harper, c'est très gros, c'est pas forcément facile à configurer, etc. Là, finalement, je peux me faire ma petite extension qui va matcher parfaitement mes besoins et que je vais pouvoir utiliser facilement après. Et l'autre idée, c'est que si jamais demain le langage évolue, il faut que j'attende la prochaine version de Rich Harper et eux, il faut qu'ils se mettent à jour leur parseur, etc. Alors qu'avec les API
Avec les vraies API du compilateur, c'est directement à jour. Ici, finalement, je vais peut-être à la limite lancer déjà pour voir ce que ça donne. Quand j'écris du code, très souvent, mes propriétés, mes champs, je les nomme de la même manière. C'est-à-dire que si je suis dans le cas d'une propriété, je vais lui donner le même nom que ma classe, écrit exactement de la même manière. Si je suis dans le cas d'un champ privé, je vais préfixer d'un underscore et je vais prendre le nom de ma classe. Camel case. Camel case. Ok. Voilà. Si je suis dans une variable classique, je vais faire du camel case sans underscore, etc. Et ça, avec Roslyn, ça va être cool ça. Ça, avec Roslyn, c'est quelque chose que je peux faire super facilement. On va voir ça. Hop. Bon, ça va être très long à s'ouvrir, donc je vais déjà à la limite commencer à parler du code. En fait, ici, j'ai créé un nouveau projet qui est de type, si vous installez la CTP de Roslyn, vous avez plusieurs project templates qui sont préconfigurés pour vous lancer dans le développement. Donc il y en a, par exemple ici, je suis dans le cas d'un projet de complétion. Donc on voit que j'implémente une interface iCompletionProvider qui est une simple méthode getItems. Cette méthode getItems, elle va être appelée dès que l'utilisateur va écrire du code dans son éditeur C# ou dès qu'il va faire contrôle espace, donc le petit raccourci pour ouvrir l'IntelliSense. Et en fait, là-dedans, je vais pouvoir récupérer mon syntax tree, donc on en a parlé avant. Je vais pouvoir regarder à la position actuelle du curseur le token qui est actuellement en cours d'édition, donc finalement ma propriété ou ma variable que je suis en train de créer, et je vais pouvoir analyser le code qui est à ce niveau-là. Donc regardez le mot-clé juste avant, déterminer si c'est une propriété. On voit ici, c'est ce qu'on a vu dans notre arbre tout à l'heure, donc si c'est un champ, si c'est une propriété, si c'est la déclaration d'une variable, si c'est un paramètre d'une méthode, etc. Et à partir de là, je vais pouvoir appliquer ma règle de nommage. J'aimerais juste vous montrer en live ce que ça donne. Donc, normalement, ça va vite, mais forcément, aujourd'hui... Il faut dire que c'est une machine bien pourrie. Oui, ma machine est un peu pourrie aussi. En fait, sa machine a craché, donc il a récupéré une vieille machine. Voilà, donc l'idée ensuite, c'est une fois que j'ai mon élément là, je vais tout simplement retourner ici une liste de iCompletionItem. Donc où je vais finalement appliquer ma règle de nommage et je la retourne, donc c'est un bête nom en fait, une bête string en gros. Ce qui est juste intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a un endroit, on le verra, c'est sur les fils de... c'est partout en fait. Si je vais ici, donc je me suis fait des petites méthodes d'extension sur les types syntax. Donc un type syntax, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une propriété, un champ, etc. Mais en fait, avec le semantic model, donc le truc qui va me permettre de faire le lien entre mon élément de syntaxe et mon symbole, je vais aller regarder si le symbole correspondant, le type, implémente iEnumerable. Et s'il l'implémente, en fait, je sais que ça va être une collection, donc il y en a potentiellement plusieurs. Et du coup, je vais pouvoir récupérer, si c'est un générique, le type qui est concerné et pluraliser ce type-là. Hop, donc si par exemple ici j'avais, on va faire un private, une liste de programmes, donc c'est n'importe quoi, mais ici voilà, j'ai bien eu mon IntelliSense qui m'a proposé de le nommer automatiquement programme, donc en reprenant le nom de ma classe, il a vu que c'était un champ de type d'une classe qui implémentait iEnumerable, donc il me l'a pluralisé automatiquement. Et dans ma règle de nommage, moi je voulais préfixer ça d'un underscore, donc il me l'a fait automatiquement. Voilà. Et derrière, j'ai pas fait de parsing, j'ai vraiment utilisé des API qui sont simples en me branchant sur les types de mes types syntax. Voilà. Je vais pas passer plus de temps sur cette démo. On vous mettra le code sur nos blogs respectifs pour que vous puissiez analyser ça plus en détail. On a pas mal de démos. Un blog qu'on n'a pas mis d'ailleurs sur les slides, vous cherchez sur Bing et vous allez le trouver très rapidement. Sur Bing, oui. Ne rigolez pas. Donc ça, c'était une première intégration avec Visual Studio. On en a une deuxième possible, on va encore une petite démo là-dessus, c'est sur la gestion des erreurs. C'est-à-dire que je vais pouvoir, à la manière d'un stylecop ou d'un fxcop, analyser le code, voir qu'il enfreint certaines règles donc de style de programmation et lever des erreurs. Avec une grosse différence par rapport à stylecop ou fxcop, c'est qu'on ne va pas le faire à la compilation, on va le faire en temps réel. Dès lors que vous avez tapé, on va pouvoir vous dire si votre code est en erreur. Ce qui est aussi un truc intéressant. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que pour pas perdre de temps, je vais juste
Le lancer peut me Ouais, le lancer pendant que je continue sur le slide. Donc du coup, il y a un point également qui est pénible avec StyleCop. Par exemple, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais c'est, je vais avoir des erreurs. Il va me dire c'est l'erreur CS, je sais pas combien là. Donc après, je vais chercher sur mon moteur de recherche préféré, Bing, l'erreur en question. Et puis après, il me donne donc la description de l'erreur. Et après, c'est à moi de la corriger. C'est un peu pénible, quoi, comme façon de faire. Ouais. Alors que là, en fait, finalement, nos gestions d'erreurs, donc c'est un autre project template qui est installé avec la CTP. Elle me permet également de régénérer, de faire du code refactoring. Donc finalement, je vais souligner dans mon éditeur de code que ici il y a le fait qu'il y ait une erreur, et je vais proposer finalement si l'utilisateur vient, pointe et fait contrôle point sur son clavier, je vais ouvrir encore l'IntelliSense en lui proposant de refactorer automatiquement son code avec une petite fenêtre de preview. Si ça s'est lancé, on va peut-être pouvoir le voir. Super, presque. On peut peut-être à la limite regarder rapidement. Oui. Non, on a la même chose avec VB. Nous, on va vous le montrer en C# parce que pas pour l'instant. Pour l'instant, non. Il n'y a rien d'annoncé d'ailleurs à ce propos. Voilà. Donc ici, finalement, j'avais défini une règle qui fait que je dois obligatoirement avoir des accolades lorsque j'ai des blocs if, while, etc. Donc on voit que c'est souligné parce que je suis pas content finalement. Moi je veux qu'il y ait obligatoirement des accolades. J'ai levé ici des warnings et je propose, si jamais je fais mon raccourci d'IntelliSense, de venir insérer mes accolades qui manquent. Et on voit même que j'ai une petite fenêtre de preview juste à côté pour me montrer le résultat de mon code finalement modifié. Et j'ai même ce mode-là, puisque j'ai 2 fois la même erreur ici, donc il me présente bien tout mon code modifié. Ça, c'est aussi un point intéressant, parce qu'effectivement, d'une part, on a un preview, puis en plus, on peut dire, tu vas les corriger toutes ces erreurs de ce type-là, tu me les corriges, parce que ça... Voilà. Et en fait, si on regarde très rapidement ici, l'idée, c'est que c'est sur notre code action, notre code rewriter ici, il va se baser là-dessus pour générer la preview. Voilà. Si par exemple je me mets sur le visit if, on voit finalement que je lui ai passé une statement, donc qui était sur uniligne, sans accolade. Donc derrière, je régénère un code avec un if, avec mes parenthèses, ma condition. Et cette fois-ci, ma statement, je la passe à cette méthode-là qui va la wrapper dans un bloc. Et donc à partir du moment où je suis dans un bloc, je vais automatiquement avoir mes accolades. Et donc mon code sera reformaté proprement. Hop. Bon. Oui, fini sur le slide, je crois. Ouais, je finis et puis on enchaîne. On va pas montrer tout ça parce qu'on a d'autres démos encore après. On peut faire du code refactoring, c'est un peu ce que j'ai fait là. Donc j'ai montré qu'il y avait une erreur et j'ai proposé un refactoring possible. On peut faire directement du code rewriter. Donc là encore en se basant sur des règles. On peut faire un outliner, donc ça c'est un peu à la manière des régions, pouvoir, lorsque j'ai un bloc if ou un bloc while, pouvoir le fermer en mettant une petite description à la place. Et c'est tout pour l'intégration. En tout cas l'intégration qu'on va appeler statique. Et maintenant on va passer à des scénarios d'utilisation un peu plus avancés. Non, il y a encore un scénario donc d'utilisation, désolé. C'est le rename. Donc là ici, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir, voilà, alors je vais juste zoomer un petit peu, c'est un peu petit, voilà. Donc j'ai l'implémentation d'un Unified Property Change, quelque chose que beaucoup de personnes, je pense, doivent connaître. Et ce qui est un peu pénible, c'est toujours pareil, c'est le fait de le mettre en chaîne de caractères, d'accord? Parce que quand je vais faire rename, il va pas me renommer ma chaîne de caractères. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est avec Roslyn, je vais pas faire le rename classique, je vais faire F2. Donc là, déjà, on voit qu'il a vu les deux. Et si je l'appelle test, maintenant, il va me le renommer dans ma chaîne de caractères. Alors, comment ça marche derrière? Alors, c'est là où il faut que je trouve le bon projet. Voilà. Donc, ici, en fait, vous allez voir qu'il y a finalement quasiment pas de code. Il y a juste cette classe, qui est quand même pas très grosse, quoi, sur laquelle je vais lui dire, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder alors je le fais uniquement sur les propriétés, d'accord, dans lequel je veux dire au niveau des accesseurs, je vais rechercher le nom de la propriété en chaîne de caractères, et si tu le trouves, je considère que c'est aussi un des trucs que tu dois renommer. D'accord, c'est tout. Voilà, donc c'est juste pour finir, c'est la partie Visual Studio.
Donc, le titre de la session, c'était étendez Visual Studio et .NET avec Roslyn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire étendre .NET? En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir exploiter l'ensemble de ces infos pour finalement faire notre propre compilateur C#. Alors, ça peut faire peur à certaines personnes. En fait, l'idée, c'est simplement de rajouter des trucs qui n'existent pas aujourd'hui à C# et que vous aimeriez bien avoir. Alors, je vais commencer par un exemple très bête qu'on aurait pu faire en Coding for Fun, mais vous allez comprendre après pourquoi je l'ai fait. Qu'est cet exemple? Alors, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que dans certains projets, on me dit, il faut que tu mettes des commentaires sur toutes tes méthodes. Et ça, il y a plein d'outils qui permettent carrément de générer les commentaires pour montrer à quel point c'est absurde, puisque voilà, on va générer les commentaires, parce qu'on va dire, voilà, ma méthode add, elle prend 2 entiers, comme ça, à vue d'œil, j'imagine que ça va faire une addition. A priori, j'ai peut-être pas besoin de mettre un vrai commentaire. Mais bon voilà, on va demander de mettre des commentaires pour générer de la doc, faire plein de choses. Donc au bout d'un moment, ça m'énervait un peu d'avoir mon code en 2 fois. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est ok, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon code dans le commentaire. Et après, je vais utiliser Roslyn en fait pour lui dire, tu vas récupérer le code qui était dans le commentaire, et puis pour le mettre dans ma méthode. Donc un truc absurde, qui sert à rien, mais voilà, c'est juste pour montrer en tout cas que c'est possible déjà. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? En fait, au niveau, donc là j'ai en fait une application programme. Donc mon programme, lui, son but, ça va être simplement de compiler mon application, puisque bien sûr, lui, s'il la compile, il va pas intégrer le fait que j'ai le code qu'il faut qu'il utilise, c'est ce qu'il y a dans le commentaire. Donc là, au niveau de la compilation, je vais charger une solution, je vais passer l'ensemble de mes projets. Alors là, je vais devoir les réordonner, parce que quand j'ai des références au niveau des projets, il faut que je les compile dans le bon ordre. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et puis après, derrière, pour chacun des projets, je vais parcourir chacun des documents. Et pour chacun des documents, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le document, le tree, le syntax tree, donc de mon document. Je vais aller le modifier avec mon rewriter. Et ensuite, après, je vais faire un update, donc de mon document. D'accord? Et à la fin, ce que je vais pouvoir faire, c'est avec Roslyn, je vais pouvoir compiler, finalement, ma solution. Donc là, je vais pouvoir lui dire, voilà où est-ce que tu vas le générer. Donc après, moi, je peux choisir de le générer un peu n'importe où, entre autres dans le bin debug, par exemple, si on le souhaite. Alors, la partie donc intéressante, elle va se trouver dans le rewriter. Alors oui, un petit point important, ici, au niveau en fait des syntax trees, on peut faire un toString. Le toString marche très mal, c'est-à-dire qu'il va oublier de mettre des espaces, des trucs comme ça, comme dirait Gaëtan. Le string est tendu avec Roslyn. Et donc là, du coup, la solution, c'est de passer par la méthode format, qui va du coup bien me le remettre en ordre, et après faire le toString sur le format. Donc voilà, il faut juste penser à ça. Donc c'est une extension méthode format qu'on peut avoir. Donc ici, au niveau de mon code, en fait, il y a que ça, où en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le commentaire. Alors le commentaire, c'est un peu particulier parce qu'on les a pas directement dans l'arbre syntaxique. Par contre, on les a avec ce qu'on appelle une notion de trivia, qui va me permettre finalement d'y avoir accès. Donc ici, vous voyez, sur mon nœud, je fais un get leading trivia, et là-dessus, je vais récupérer finalement le code, donc le contenu de mon commentaire. Et ensuite, ce que je veux dire au niveau de ma méthode, c'est même le contenu de ma méthode, ça va pas être le vrai contenu. Ça va être tout simplement le code que j'ai récupéré dans mon commentaire. Et au passage, on peut marquer qu'ici, en fait, je l'ai en chaîne de caractères et je peux faire un syntax.parse statement. D'accord? Et donc, lui, il va me reconstruire un nœud à partir avec le parse. Ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est toute la syntaxe ici sur le méthode declaration. En fait, ça ressemble beaucoup à link to XML. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais on met nos éléments l'un après les autres comme ça pour les imbriquer entre eux avec nos parents, nos enfants, etc. Ouais, on est assez proche en fait aussi des expressions qu'on connaît avec Link. Ce qu'il faut voir, c'est que de même que sur l'expression Link, les syntax nodes sont immutables. C'est-à-dire, je ne peux pas les modifier. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis obligé d'en recréer un où je lui passe à chaque fois tous les éléments du parent. Alors, pour la démo suivante, je me suis fait ma propre classe, mon petit helper, parce que ça me saoule un peu de refaire tous les trucs communs. Mais je vais vous montrer ça maintenant. Alors, ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que, je refais donc mon propre compilateur. Bon, l'exemple du commentaire, c'est vraiment un exemple bidon. Je vais aller beaucoup plus loin. Donc là, on va commencer avec de la programmation orientée aspect. Donc là, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un attribut
notify property change, je vais même pas déclarer la classe, je m'en fous, c'est pas le but, que j'ai appliqué sur ma classe. D'accord, à aucun moment sur ma classe j'ai dit tu implémentes I notify property change. Okay. Par contre, ce que je vais faire, c'est que moi, au niveau de Roslyn, quand je vais parcourir mon document, je vais dire si jamais je trouve l'attribut sur ma classe, alors je vais implémenter I notify property change et sur chacun des sets, je vais appeler l'événement property change. D'accord, ce qui me permet comme ça de dire j'ai pas envie de modifier mon code avec un refactoring par exemple, j'aurais pu le faire très facilement en lui disant ben voilà tu m'implémentes I notify property change dans Visual Studio, mais moi j'ai pas envie de rallonger mon code entre guillemets, de polluer mon code. J'ai mon petit attribut, ça me suffit. Et c'est au moment de la compilation qu'il va l'intégrer. Alors ça comment ça fonctionne, voilà, compiler et ici rewriter. Donc du coup là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, si jamais tu ne trouves pas d'attribut notify property change, bah à ce moment-là, tu retournes le nœud, je m'en fous sur ma classe. Par contre, si tu le trouves, ce que je vais faire, et c'est là où finalement j'ai mes petits helpers, et donc là où je vais avoir, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, je redéfinis les attributs pour enlever en fait mon attribut que je veux pas, notify property change. Je rajoute l'interface I notify property change, et ensuite je lui dis pour les members, je te donne tes anciens members, donc les propriétés, les champs, les méthodes, etc. Plus des nouveaux champs, parce que là si on regarde bien ici, vous voyez que j'ai utilisé une automatic properties, donc là il va falloir que du coup créer le champ et faire dans le get return mon champ et dans le set mon champ égale value. Et puis également au niveau donc rajouter donc ces champs et puis rajouter l'événement l'événement property change, que je vais avoir dans ma classe. Donc là comme ça voilà, je vais pouvoir finalement on voit que le code est pas si complexe que ça, à part celui-là qui est un peu plus complexe. Là du coup qu'est-ce que je fais, c'est sur sur la property, au niveau des accessoires, c'est pas mal indenté. Au niveau donc des accessoires, je vous dis justement sur le set. Si jamais je suis dans le cas où mon set, alors ici en fait ça c'est juste l'appel donc au if mon property change différent de nul, property change de this new property change event tags de mon nom de propriété. D'accord. J'aurais pu le faire avec un point parse. Je vais vous montrer qu'on peut aussi le faire avec les nœuds comme ça, Roslyn, il n'y a pas de souci. Et donc ensuite après je lui dis si jamais tu as un corps donc dans mes propriétés, à ce moment-là tu vas juste rajouter mon appel à mon événement. Si par contre tu l'as pas, il va falloir du coup que je définisse moi-même le fait de faire mon champ égale value et après lui lancer donc raise property change. Ok, voilà, premier point. Deuxième point, c'est je me suis dit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent le YEL return? Alors le YEL return, moi je trouve ça super cool, mais il y a un truc quand même qui est en F# qu'on n'a pas en C#, c'est le YEL return many. Donc YEL return en fait c'est en gros un pattern de streaming où on va retourner les éléments au fur et à mesure. Et le YEL return many, voilà, j'ai dit directement tu vas me retourner ma collection mais un par un, très bien pour le mixer. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on peut pas mixer du return et du YEL return. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai moi ici? J'ai donc ma méthode getInts, pourquoi pas, qui va dire if b, là ça je return enumerable.range 1, 2, très bien, et puis sinon je fais un YEL return many, et puis ensuite YEL return 4, très bien. Au niveau de ce que ça doit donner, c'est quelque chose comme ça. Je lui dis, en fait, for each entre mes éléments, je fais un YEL return, comme je veux quitter la méthode, je fais un YEL break, d'accord, et puis pour le YEL return many, en fait, je fais un for each YEL return, et puis après, j'enchaîne avec ce que j'ai dans mon code. Ok. Là, justement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Roslyn pour générer, à partir de ce code-là, récupérer ce code-là. Ce qui me permettra donc d'utiliser dans mon code du return, mélanger avec du YEL return, et puis utiliser du YEL return many. Donc si on prend du coup mon code, alors là, il y a deux choses qui vont être importantes. D'abord, je vais avoir un visiteur. Si je le trouve. Pardon, je suis passé au bon endroit, c'est pour ça. YEL return, voilà. J'ai d'abord un visitor qui me permet de regarder si je veux avoir ou non un mélange entre du return et du YEL return. D'accord? Puisque dans ce cas-là, il faut que je transforme les returns.
Okay, le YelReturn many, il faut que je le transforme systématiquement. Par contre, le return, il faut que je le transforme que si j'ai un YelReturn également dans ma méthode. Donc en fait, le visitor, ben voilà, c'est le côté un peu sympa, c'est qu'on va pouvoir vraiment le pattern visitor classique, où je lui dis ça me retourne un bool nullable, ce qui me permet de dire si c'est oui, non, ou éventuellement il faut que tu continues. D'accord. Et puis donc comme ça, je vais pouvoir lui dire, voilà, alors le YelReturn, c'est possible que sur les méthodes, donc je vais me concentrer sur les méthodes. Et puis là, ici, je vais lui dire, si j'ai un return, à ce moment-là, je mets as return une variable à true. Et pareil, si j'ai un YelReturn, et puis donc comme ça, après, je peux lui dire, voilà, si jamais tu étais dans une méthode et que dans tes enfants, tu as eu un return et un YelReturn, c'est que tu es dans le cas où il faut transformer. Ok. Donc maintenant, au niveau de mon writer, ce que je vais avoir, c'est qu'ici, je vais lui dire, tout simplement, dans le cas donc d'une méthode, je vais d'abord aller récupérer au niveau de mon visitor, savoir s'il faut que je transforme ou non. Dans ce cas-là, s'il faut que je transforme mon return, je vais le transformer. Alors là, au passage, petit point, le get variable name. J'ai pas envie de me faire avoir avec le nom d'une variable qui est déjà déclarée dans la méthode. D'accord? Donc comment je peux faire? Là, ici, je lui dis, par défaut, ma variable va s'appeler YelReturn var loop, n'importe, on s'en fout. Et là, ici, j'ai une méthode qui va utiliser les symboles de compilation pour savoir si ce nom-là existe déjà. Et si ce nom-là existe déjà, d'ailleurs, je mets un entier que je vais incrémenter au fur et à mesure jusqu'à ce que j'en trouve un qui n'existe pas. D'accord? Comme ça, je suis sûr que le code qui est généré, il est bien bon, il va bien compiler, j'aurai pas de souci avec un nom de variable qui aurait le même nom. D'accord? Bon, en même temps, si on l'appelle YelReturn var loop, le nom de variable, c'est peut-être bizarre, mais enfin, dans le doute, voilà. Et puis donc sur le Yel statement, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire si ce qui suit le Yel, c'est un many, et que, parce que je ne veux pas me faire avoir aussi avec la variable qui s'appellerait many, et que donc c'est pas suivi par un point virgule, alors à ce moment-là, je considère qu'en fait c'est le statement qui vient derrière, qui est donc du coup ce sur quoi je veux énumérer, d'accord. Et du coup, il faut également que je le supprime de la suite. Donc c'est pour ça qu'ici je lui dis, j'ai une variable YelReturn many, dans lequel je lui mets donc le statement justement qui suit. Et donc dans le cas donc de mon visite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire si jamais tu es sur mon YelReturn many, à ce moment-là, je te mets nul. D'accord, ce qui me permet comme ça d'éviter d'avoir cette ligne en plus. Ok. Maintenant, autre cas, il y en a. Oui. Alors, dans la version actuelle, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'intégrer complètement dans Visual Studio. Aujourd'hui, je passe par une application console pour compiler mon code. Et alors après, on peut imaginer justement de l'intégrer dans une task MS Build, par exemple sur un TFS ou n'importe. Enfin, ça peut se faire. Mais par contre, on peut pas. Aujourd'hui, on peut pas l'intégrer directement, réellement dans Visual Studio au niveau de la compilation. Juste pour répéter pour le webcast, effectivement, oui. les mots-clés là, ils sont soulignés en rouge. Donc oui, ça restera souligné en rouge. Ça restera considéré comme une erreur. Il y a un autre souci avec ça, c'est que du coup, quand on va compiler, par défaut, on n'aura pas les PDB. Donc pour débugger, ça va être un peu compliqué. Oui, parce que le code est plus le même. Mais on va en reparler juste après. Dernier point. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du C++? Alors, peut-être le seul personne qui fait du C++, c'est parti. Là, il y en a d'autres. Bon, ça, très bien. Et donc, en C++, on a les templates. En C#, on a les génériques. Maintenant, les génériques, c'est quand même plus simple, plus basique que les templates. Ça a des avantages, mais dans certains scénarios, on aimerait bien avoir un truc un peu plus complexe. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ce week-end, il y a quelqu'un de Corp que je connaissais bien, qui est dans l'équipe WSF Data Services, qui tweetait en râlant justement sur le fait que dans les contraintes sur les génériques, on peut lui mettre un new sans paramètres, mais on peut pas lui dire j'ai un new avec des paramètres. D'accord ? Et donc, en fait, il a fait une solution qui passe par la réflexion. Bon, moi, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais l'intégrer dans mon compilateur. D'accord ? Donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais lui dire, ici, dans mon code, alors ça on va le zapper pour l'instant, voilà. Dans mon code, vous voyez qu'ici, je lui mets comme contrainte, T, il a un constructeur qui prend en paramètre un string et un bool. Ok ? Donc là, toujours pareil, il comprend pas. Alors en fait, comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça ? Parce que là, quand même, malgré tout, à un moment donné, on va se poser des questions. On va dire, comment est-ce qu'on peut faire ? C'est pas si simple que ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais générer une classe qui va être à peu près ça. Donc j'aurai une propriété qui va avoir un délégué, qui va prendre donc un string, un bool, et qui va me retourner un t. Ok ? Et ensuite, plutôt que de faire du coup mon new t de SB, je vais lui faire, je vais appeler
mon délégué pour qu'il m'instancie un T. Okay. Ensuite, au niveau de l'appel, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je vais faire ici un new C2, enfin C bis de C2, avec, et je vais te donner du coup le délégué pour m'instancier un C2. Ok. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est justement de pouvoir l'écrire comme ça et de laisser Roselyne faire le travail pour aller rajouter ce qui va bien. D'accord. Alors pour faire ça, par contre, j'ai besoin d'avoir 2 passes. Une première passe pour finalement transformer la classe C2T, et une deuxième passe, une fois que j'aurai identifié toutes les classes qui correspondent à ce cas-là, pour d'ailleurs transformer l'appel, donc le new sur ces classes-là. Donc du coup, pour ça, je vais avoir à ce niveau-là un WeWriter sur ici. Voilà. Donc, pardon, un WeWriter qui va me permettre de dire sur ma classe déclaration, en fait, quand je vais trouver donc des contraintes qui sont pas gérées, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc là ici, je regarde s'il y a des contraintes, s'il y en a qui ne sont pas gérées. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir les membres et toujours pareil que comme précédemment. Donc là ici, voilà, là ici, donc je vais réappliquer les contraintes, en faisant donc attention effectivement à s'il n'y a pas donc ma contrainte new. Mais c'est avec mon visite en fait ce que je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre nul si jamais je suis dans ce cas-là, pour pas qu'il me la régénère. Et ensuite après, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire au niveau donc des members, je vais rajouter une propriété. Ma propriété va être de type func de l'ensemble donc des paramètres que j'avais pu spécifier moi au niveau de la contrainte de mon type plus mon type de retour, donc en fait mon T. D'accord. Également, il faut prévoir que si je peux avoir plusieurs types génériques, donc c'est pour ça que c'est dans des selects. Et alors, un point très important, j'utilise une annotation. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, quand on fait un WeWriter, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin, on n'aura jamais le nœud qu'on avait nous instancié. Et donc du coup, il est important de le retrouver. Et pour le retrouver, on passe par une annotation. Donc en fait, je vais mettre une annotation sur mon nœud, de façon à ce que plus tard, je sois capable de retrouver le vrai nœud qui est finalement utilisé. D'accord. Et donc là, du coup, j'ai mon annotation. Et là, sur mon annotation, en fait, je peux mettre ce que je veux. Donc là, moi ici, j'ai ma propre annotation qui va me permettre comme ça d'intégrer un dictionnaire qui va me permettre finalement d'avoir les différents éléments que j'ai sur mes contraintes. Donc ici, en fait, qu'est-ce que j'ai? Je vous dis, pour mon type T, il a du coup deux, au niveau des types syntaxe, je vais avoir donc un string et un bool. D'accord. Très bien. Ensuite, du coup, une fois que j'ai fait ça, j'ai gagné pour cette partie-là. Et la deuxième partie, ça va être au moment donc de l'appel finalement au new, où là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je vais essayer de retrouver finalement les moments où je vais appeler les classes que je connaissais. Ici, on peut voir que dans mon visiteur, en fait, dans mon constructeur, je lui donne le dictionnaire, d'accord, un dictionnaire qui me permet d'identifier finalement les classes que j'ai retravaillées. Et donc là, du coup, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est en utilisant les symboles, parce que là, c'est pareil, c'est important, parce que, imaginons, j'ai mis deux classes qui sont identiques dans des mêmes services différents, j'ai pas envie de me faire avoir, donc je vais être sûr que c'est vraiment la même. D'accord. Donc là, j'ai passé par les symboles. Et ensuite, je vais lui dire, ici, je vais te rajouter un initializer, donc en fait un object initializer, dans lequel je vais assigner ma propriété qui s'appelle factory T, par exemple, pour factory Toto ou pour factory machin. Alors là, pour le coup, je me suis pas embêté à récupérer des noms différents. J'ai imaginé qu'il n'y en avait pas. Bon, c'est pour simplifier, on va dire, la démo. On aurait pu, mais voilà, ça n'a pas été fait. Et puis ensuite, du coup, je lui donne une lambda expression qui va donc du coup faire le new sur mon type par rapport aux différents paramètres que j'avais. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça, comment ça va fonctionner? En fait, ici, donc, j'ai une application console. Ce que j'ai fait, c'est que chacune de ces features, en fait, je les ai mis et je vais les intégrer avec MEF. Ce qui va me permettre comme ça de rajouter autant de features que j'ai envie. Et d'ailleurs, après, à la fin, il va les composer avec MEF. Alors, donc, au niveau de mon programme, j'ai un peu le même code que précédemment. Donc, pareil, je vais charger ma solution, récupérer mes projets, parcourir mes documents. Et là, ici, je lui dis pour chacun de mes documents, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc appeler
un rewriter. Et ce rewriter, ça va être donc mon document rewriter. Voilà, qui est ici. Voilà, new document rewriter. Et lui, on peut voir que voilà, il a un import many. Donc là, on est vraiment sur du MEF. Et je vais intégrer en fait des iCode rewriter. Et mon iCode rewriter, c'est juste une interface qui a une méthode rewrite. Et puis qui a également un compte pour savoir finalement combien de passes il faut faire. C'est le dernier cas, il faut faire 2 passes. Donc comme ça me permet moi après d'ailleurs de faire le nombre de passes qui va bien. Ok. Nombre de passes, rien à voir avec Rosine. Donc ensuite, il y a un point qui me posait un peu problème. C'est comme on a dit précédemment, il y a quand même des limitations. C'est la première CTP, donc c'est voilà. Et ce qu'on va, par exemple, un point qui est limite un peu choquant, c'est les événements, c'est pas supporté. Après, il y a des choses qui sont pas supportées. Par exemple, tout ce qui est apparu avec C# 3, comme les object initializer, comme le Yell return également qui permet. Alors ça c'était C# 2, mais enfin le Yell return qui donc permet de modifier. En fait, tout là où le compilateur va avoir de l'intelligence pour modifier le code. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les API de compilation, donc la partie où on vous disait vraiment je vais recompiler mon code, ça c'est quand même assez limité. Ils n'utilisent pas vraiment le truc le vrai compilateur. Ils ont leur propre couche en dehors. Donc du coup, c'est pour ça que certainement que j'avais fait ma première démo, parce qu'en première démo, je peux l'exécuter, elle fonctionne. D'accord. Alors que celle-là, ça fonctionnait pas. Alors quand même, ça m'embêtait un petit peu. Et donc ce matin, j'ai eu une bonne idée. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais, au niveau de mon projet bin debug, je vais me créer un répertoire qui va être mon répertoire modified code. D'accord. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier en fait mon code dans ce répertoire. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ici, à chaque fois que j'ai fait des modifs, je vais aller modifier, pas mon code, mais le code que j'ai dupliqué. D'accord. Et à la fin, comme ça, je vais pouvoir utiliser MSBuild pour compiler réellement mon code là, avec le vrai compilateur C# par rapport à du code justement qui a été généré. D'accord. Donc on va regarder. Et donc on récupère les PDB. Et on récupère du coup les PDB, on peut débugger. C'est ça aussi la partie qui est intéressante. Alors on va regarder rapidement quand même le fonctionnement parce que c'est bien beau tout ça, mais je pense que vous voulez en voir un peu plus. Alors donc là ici je vais donc du coup l'exécuter. Et donc ce qui est intéressant c'est que là ici on va pouvoir récupérer les document tree, on va pouvoir voir un peu ce qu'on va appliquer comme modification. Donc ici j'ai un document new tree et ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez ici je récupère mon designer, fabuleux. Et donc là ici ce qu'on peut voir, alors là au niveau de la notation c'est discutable, mais c'est pas un problème pour la compilation. On peut voir quelque chose d'important, c'est que ma propriété P1, vous savez qui était juste en getSet, c'était une automatic property, il a bien fait le return P1. Alors là au passage on remarque qu'il n'a pas mis les espaces. Ah, c'est la partie un peu pénible justement pour laquelle il faut le format. D'accord. Donc là d'ailleurs, je vais essayer de le reprendre puisqu'on je l'ai. Ouais non, je vais pas l'avoir. Tant pis, c'est pas grave. Donc sinon ici, je peux vous le montrer aussi comme ça. Donc si je fais document, décidément, document new tree point format point toString. Ça c'est la méthode bourrin dont parlait Léonard tout à l'heure. Là on peut voir que voilà, j'ai bien mon return P1 avec ma variable P1 qui a été définie à la fin, mais ça c'est pas grave. Ici j'ai bien fait donc mon P1 égale value et ici if property change différent nul, alors je déclenche l'événement property change. Et sur P2 où j'avais déjà ce code là, j'ai bien juste rajouté le if property change différent nul et je déclenche mon événement. Ok. Deuxième fichier, toujours pareil ici. Là ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai bien modifié C de T, ici, en lui disant, voilà, il y a une propriété, factory T, d'accord, qui est un func de string bool T, ok, et ici, je fais return factory T de SB, plutôt que de faire new T, SB, d'accord, et là, par contre, ici, on ne l'a pas encore modifié, ça va être pour la deuxième passe, ok, très bien, ensuite, ici, je vais avoir donc mon Yell return. On peut s'apercevoir que c'est bien effectivement le code que j'attendais et qui m'a généré. Et puis pour la deuxième passe sur le deuxième fichier, on a bien ici la transformation avec donc new C2 et puis donc c'est un object initializer pour lui spécifier
le factory de t, d'accord, et puis après d'ailleurs faire ce que je veux. Alors maintenant, du coup, je vais continuer. Et ce qui s'est passé, c'est que dans mon projet, qui est voilà ici, très bien, ce que j'avais, c'est que j'ai un programme. D'accord. Et ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, en fait, je vais m'abonner à Property Change. Donc là, bien sûr, il ne le connaît pas, hein, mais il s'abonne à Property Change et puis il lui dit, puis ensuite derrière, il va lui dit si tu es de Property Change, ben, tu vas l'afficher dans la console. Et puis bien sûr, je fais les sets sur les deux propriétés. Et puis pareil pour ma contrainte générique, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la méthode foo, celle qui justement fonctionnait pas. Et puis également au niveau de return menu, pareil, je vais l'intégrer. Et donc là, maintenant, ce que je vais regarder, c'est grâce à l'exécution de mon programme précédent, je viens de le compiler. Donc au niveau de la compilation, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai bien mon modify code, hein, le répertoire dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord. Et ici, j'ai bien une console application 1.exe. Si je l'exécute, j'ai bien récupéré ce que je voulais. D'accord. Donc j'ai pu compiler mon code, alors que c'était pas du C#, c'était un autre code. Donc j'ai pu faire mon compilateur C#. Donc là, alors le risque par contre, c'est qu'un peu tout le monde ait son propre compilateur C#, ce qui est un petit peu risqué, mais inversement, ça permet quand même, si on a un certain nombre de features qu'on va pouvoir intégrer au niveau des projets, voire au niveau des entreprises, qui vont permettre derrière de gagner du temps. Et puis dans le futur, on peut imaginer qu'on puisse directement dans Visual Studio spécifier quel compilateur qu'on va utiliser, et donc lui dire je veux utiliser mon compilateur qui utilise Roslyn pour étendre le C#, et du coup avoir les mots-clés reconnus dans Visual Studio, avoir tout ce qu'il faut directement dans Visual Studio. D'accord. Voilà. De toute façon, c'est quelque chose qu'on peut déjà un peu faire maintenant en industrialisant un peu ce que Mathieu vient de faire là, en créant un vrai add-in à Visual Studio pour lancer automatiquement l'étape de compilation. Voilà, exactement, parce que derrière, c'est du MS Build, hein, donc du coup, on peut éventuellement le réintégrer. Mais par contre, aujourd'hui, on ne pourra pas lui dire au niveau de l'intelligence, enfin le mot-clé qui est souligné en rouge, ça restera avec la version actuelle. Ok. Alors, ensuite, au niveau de mes démos, ça c'est fait. Donc, on va passer sur un autre scénario, qui est le scénario avec du T4. Et en fait, pour Workflow Foundation, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du Workflow Foundation? Non, pas beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, Workflow Foundation, on va imaginer un scénario qui est tout à fait crédible pour l'avoir déjà vécu. C'est, j'ai un développeur, et puis j'ai quelqu'un qui est vraiment métier. Et c'est la personne qui a la connaissance métier qui va finalement faire ses workflows. D'accord, c'est pas le développeur. Okay, le développeur, lui, va juste exposer des méthodes. Et là, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant pourquoi? Parce qu'en fait, pour pouvoir appeler une méthode, il faut utiliser une invoke activity. Donc là, on va voir le code, ça va être plus simple. Voilà. Tac. Bon. Allô? Ah. Okay. Donc là, ici, voilà, mon code doit être, ça doit être ça, voilà. Et donc là, j'ai une méthode, par exemple, foo1, alors foo1, c'était pas un bon exemple, on va dire la méthode foo4. D'accord, ouais, j'ai des noms super, je sais. Donc la méthode foo4, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut donc, c'est une méthode qui s'applique sur un objet de type classe 1, ok, qui en paramètre une personne, un décimal qui est en ref, et puis un entier qui est en out. D'accord, ouais, je me suis amusé dans mes tests. Et donc là, en fait, le truc qu'il y a, c'est que pour la partie qui doit faire, pour le gars qui doit faire le workflow, il faut qu'il connaisse exactement la signature de la méthode. Pourquoi? Parce que quand il va la mettre dans son workflow, il faut qu'il utilise une invoke method activity. Et dans l'invoke method activity, il faut qu'il lui donne d'abord le target object. Il a aucune info là, il a aucune intelligence. Un target object, pour lui, c'est un object. D'accord, donc super. Et en plus, il faut donc qu'il donne la method name. Donc il faut qu'il connaisse le nom de la méthode. Et après, au niveau des paramètres de la méthode, c'est pareil, il a aucune info. Hein, et on lui dit, moi il va dire, je rajoute un in personne, p, j'ai un in out décimal d, et puis j'ai un out int i. D'accord. Là, s'il connaît pas la signature de la méthode, il est mort. D'accord. Et puis on va s'imaginer le développeur, en fait, il fait des blagues, donc il va changer la signature de la méthode, et comme ça, ça marche plus du tout. Donc c'est pas forcément très drôle comme expérience. Et en fait, ce qu'il y a dans Workflow, donc en fait, mon idée, c'était de dire, je vais encapsuler l'invoke méthode dans une activité. D'accord? Et du coup, comme ça,
là où ça devient sympa, c'est que maintenant, dans mon workflow principal, en fait, j'ai la possibilité de faire du drag and drop, ici, de mes différentes activités. D'accord. Et là, maintenant, si je regarde en Activity 2, ici, alors si je reprends donc le code rapidement, voilà. Activité 2, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un entier, a priori, oui, un entier, et donc il me retourne un entier, très bien. Et là, je suis surpris. Non, c'était pas la bonne, excusez-moi. Tac, voilà, c'est ok. Donc là, dans l'activité 2, alors ouais, je l'ai pas montré, c'est pas grave. Ok, on va le refaire en live, ça va être. C'est pas grave. Donc ici, je vais faire un drag and drop. Donc j'ai oublié, du coup, c'était Foo4, je crois que j'avais au début. Et là, maintenant, dans Foo4, F4, il me dit voilà, ici c'est un i. Je sais qu'en plus c'est un entier, donc je peux avoir l'info. Là ici j'ai besoin donc d'une instance. Mon instance ça va être, il sait que lui c'est un type donc de classe 1. P il sait que c'est une instance de personne et result c'est si je mets pas les bons types tout de suite il me dit il me met le truc en erreur. Et là j'ai au moins j'ai tous les paramètres qui sont détaillés à ce niveau-là. D'accord. Alors maintenant le problème c'est qui va aller me faire cette activité. D'accord. Le développeur il va dire écoute t'es gentil mais ça m'amuse pas tellement. Et la personne métier, lui non plus, ça l'amuse pas. Et puis il n'y a pas forcément les informations, enfin, ça lui sert à rien. Donc du coup, mon idée, c'était de dire en fait ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser T4 pour générer mes activités dans Visual Studio. Et mon T4 va utiliser Roslyn pour parser le code du développeur. D'accord. Donc là, ici, si on regarde mon code, on peut voir que j'ai mis des attributs, invoke activity, pour lui dire cela, il faut que tu me génères mon activité qui va avec. D'accord. Et donc là, comme ça, de cette façon-là, en utilisant finalement l'arbre de syntaxe de Roslyn, j'ai pu faire ce que je voulais. Ok. Alors, il nous reste un peu de temps, c'est parfait. Un autre cas que j'aurais encore basé sur T4, c'est quand vous avez WCF, vous pouvez faire un add service référence. Et alors, autant j'adore Visual Studio, je trouve que c'est probablement le meilleur IDE sur le marché, autant le add service référence, il m'énerve. Il a plein de défauts. D'abord, le add service référence, par exemple, je vais pouvoir lui dire, tu vas utiliser du code que j'ai ailleurs, tu n'as pas besoin de le régénérer, ce code-là, je l'ai déjà dans mon projet, mais c'est valable uniquement si je l'ai dans une référence à part. Alors, déjà, ça m'amuse moyennement. Je vois pas pourquoi je vais être obligé de créer finalement une nouvelle assembly que je vais référencer. Premier point. Deuxième point, dans certains cas, en fait, il va pas réussir à générer le code, tout simplement. Très bizarrement, quand on lui fait donc des ajouts de référence, il va pas y arriver. Et si on enlève pour l'ajout de référence, là il y arrive, et on supprime le code qui nous a généré qu'on avait déjà, et là ça marche. Donc c'est vraiment au niveau de la génération qu'il n'a pas réussi. Et puis dernier aspect, en plus il va générer un seul fichier qui va contenir toutes les classes. A priori c'était pas une bonne pratique, hein. Enfin en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit, donc c'est un peu dommage qu'ils le prennent pas en compte. Et puis enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, c'est un peu énervant. Et donc ce que moi je me suis dit, c'est en fait je vais utiliser un T4 pour générer en fait mon proxy WCF. Et donc au niveau, alors je vais utiliser SBC utile malgré tout, hein, mais dedans par exemple je vais utiliser Roslyn pour modifier le code qui m'a généré. Ok. Et là je me suis dit après il y a un autre point également qui m'énerve. C'est que pour faire la service référence, il faut que j'ai compilé le serveur, enfin le service. D'accord. Et là, je suppose c'est un exemple qui arrive à certains d'entre vous. S'il est un peu tard le soir, c'est un peu le stress, là, il faut finir le truc. Votre femme, ça fait 3 fois qu'elle vous appelle, savoir quand est-ce que vous rentrez, parce qu'elle est toute seule avec les gosses. Et là, voilà, on me fait la modif et ça marche pas. Et on dit putain, pourquoi ça marche pas bip, pourquoi ça marche pas le add service référence. Et en fait, on a oublié de compiler. Donc en fait, tant qu'à faire, du coup, au niveau de mon T4, je lui dis, au passage, je vais d'abord me compiler le projet sur le serveur, et puis après, tu vas me générer le truc, comme ça, je suis tranquille. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Un peu comme on a fait précédemment. On va pouvoir lui dire, je vais utiliser finalement MSBuild pour compiler mon projet serveur. D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart du temps, quand on fait des services références, on a déjà la solution serveur. Alors il y a des cas où on l'a pas, hein, on va attaquer un service qui est hébergé je sais pas où. Dans ce cas-là, bien sûr, on peut pas non plus faire du miracle. Mais dans certains cas, on l'a, d'accord.
Et donc, autant l'exploiter. Et puis après, de toute façon, on peut quand même pas générer ce qu'on a déjà comme code à l'intérieur de notre utilisation, etc. Alors, du coup, voilà. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai donc un T4 qui est mon T4 service proxy. Voilà. Alors, pardon. Je vais l'ouvrir en mode sympa. En fait, c'est la façon dont je le code parce que je trouve ça, enfin, ça me, bref. Ok. Parce que l'autre, en fait, c'est long et en plus, des fois, ça plante et ça fait cracher mon VS. C'est ce qui m'embête un peu. Donc, je préfère le faire en mode bloc-notes. Donc, ici, voilà. Ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire, je vais te passer le web, c'est enfin le CS proj du service, d'accord. Donc là, ce qui va me permettre moi de faire, de regarder en fait des différents éléments là-dessus au niveau de Roslyn, si j'ai envie. Ce que je vais également faire, c'est lui donner donc le chemin vers le service. Donc ça, c'est en fait le WSDL. Où est-ce qu'il va parce que j'en ai besoin pour générer avec SBC utile. Et puis également, je vais donner tous les namespaces que je connais. Donc au niveau donc WCF, on a en fait des notions de namespace qu'on appuie sur les data contracts et qu'on peut associer des namespaces code C#. Donc c'est pour ça que j'ai un dictionnaire, l'association entre finalement mes namespaces de code et mes namespaces HTTP WCF. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais compiler mon projet web. C'est pour ça que j'avais besoin justement du pass. Donc là, je le compile. Une fois qu'il est compilé, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser SBC utile. Donc là, il faut que j'enseigne plein de trucs au niveau de SBC utile pour qu'il me le génère comme il faut. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire, je vais utiliser Roslyn. Donc là, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire, donc au niveau de Roslyn, une fois que j'ai mon code, je vais le parser. Et puis, derrière, comme ça, le modifier. Pour lui dire, d'une part, toutes les classes qui correspondent au namespace que je connais, tu les enlèves. Et pour lui dire également, pour chacune des classes, tu vas me faire un fichier séparé. Et donc, au final, ici, par exemple, ça va me donner, voilà, un fichier par classe. Et j'ai éliminé donc toutes les classes que je pouvais avoir. Et même si les classes sont déjà dans mon projet. D'accord. Donc on peut imaginer comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans le code parce que c'est pas forcément le but. Mais voilà. Ce qu'on voulait aussi vous montrer dans cette session, c'est finalement les utilisations possibles qu'on peut faire avec Roslyn. Et on peut voir qu'on peut aller assez loin. Et on peut faire pas mal de choses avec Roslyn. Ouais, il y a vraiment 3 cas à retenir. Donc, soit je suis dans l'édition de code et j'ai amélioré la productivité, donc via la complétion, les erreurs, etc. Soit je viens vraiment changer mon scénario de compilation, donc avec ce qu'on a vu, ou alors j'utilise Roslyn pour m'aider dans d'autres scénarios comme ici, surtout sur la partie workflow, c'est assez intéressant. Et ce qui est cool, c'est qu'on a encore un tout petit peu de temps pour que Léonard nous fasse une dernière démo, qui est la partie scripting, qu'on vous a pas montré, mais qu'on peut aussi faire avec Roslyn. Donc en fait, je vais faire du script en C#. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, je me suis basé sur XNA, sur un sample XNA, où c'est un RPG. En fait, donc pour ceux qui connaissent un peu le jeu vidéo, ils savent que dans les RPG, on a des personnages non joueurs qui ont un comportement bien particulier. Et ce qui est sympa avec Roslyn, c'est que finalement, le comportement de ces personnages-là, finalement, je vais pouvoir le mettre non pas en dur dans mon code, mais je vais pouvoir le scripter et lier ces fichiers de script-là. Tout simplement mes fichiers qui décrivent mes personnages non joueurs dans mes jeux. Et finalement, au runtime dans mon jeu, ce que je vais faire, c'est je vais simplement charger ma ressource, charger le script associé, et au moment où dans ma boucle de jeu, je dois faire un update de mon personnage, je vais pouvoir, faut juste que je le retrouve. Il avait qu'une demi-heure pour retrouver l'emplacement, c'est pour ça qu'il est pas enregistré. Mais je buvais tes paroles, et donc du coup... Et voilà. Et donc finalement, derrière, je peux créer un script engine, donc avec Roslyn,
La première chose à faire, en fait, c'est que je lui donne des références vers tous les assemblis que je vais utiliser dans mon script. Donc ici, en fait, mon script, il utilise pas mal de choses. Je lui donne tous les namespaces également à ajouter à mon script. Et enfin, je lui passe ce que j'appelle ici un NPC scripting host. C'est que finalement, je peux donner un contexte d'exécution à mon script. Donc ici, dans mon cas, je lui passe l'objet métier qui correspond à mon PNJ, et je lui passe également ce qu'on appelle le game time, donc des infos sur la boucle d'exécution du jeu, le temps qui s'est écoulé. Et à partir de là, je peux simplement faire un execute en lui passant le code du script et cet objet-là. Et donc derrière, je peux scripter facilement des parties de mon jeu. Et ici, personnellement, mon script, je m'avais été écrit en C#, mais je pourrais écrire dans des langages VBNet ou peut-être plus tard à terme avec les versions finales de Roslyn, dans la version Python de .NET, donc des langages qui seraient mieux adaptés au scripting.